Il est 7h40, vous écoutez la matinale de Radio Arc-en-Ciel. On est le mercredi et le mercredi à 7h40, c'est Pierre qui entre en piste pour sa rubrique décryptage de l'actualité. Voilà, en gros, ouais. Voilà, en gros c'est ça. Et aujourd'hui on va s'intéresser à l'Ukraine. Par s'intéresser à l'Ukraine, ouais, effectivement, parce qu'on en entend parler un peu partout, hein. L'Ukraine est à feu et à sang. Ouais. Les images de bataille de cette manifestation aux allures de guerre civile, incroyablement esthétisées, sont à profusion dans tous les magazines. C'est vrai. Paris Match a consacré d'ailleurs un très grand dossier qui, de très belles photos. Je ne sais pas si on peut parler de belles photos, mais en tout cas des photos très, très esthétiques. Alors, je ne sais pas si vous avez pu voir ces photos, mais c'est incroyable comme cette révolte est visuelle. C'est peut-être dû au froid glacé ukrainien qui entre en collision avec le feu brûlant des voitures en flammes. C'est peut-être aussi dû à cette luminosité ukrainienne. Je sais pas si tu te souviens de l'époque de la première révolution orange. La révolution orange, et ça avait été exactement pareil à cause de cette omniprésence de la couleur orange et tout ça. Il y avait eu un traitement par les photographes ultra esthétique de ce qui était quand même une guerre civile, quoi. C'est ça, mais proche de la guerre civile. C'est encore différent, je trouve, parce que en plus de ça, en plus de la couleur, la luminosité et le traitement, comme tu dis, par les photographes, il y a tout un costume qui est utilisé par les rebelles, les révolutionnaires, si on veut, enfin, en tout cas les manifestants. Voilà, on a des masques à gaz, on a des costumes traditionnels ukrainiens. On a d'ailleurs aussi beaucoup de religieux qui manifestent, et donc qui manifestent en costume religieux orthodoxe, des costumes quand même très marqués. Très traditionnels. Très traditionnels, donc ça fait vraiment des situations très étranges. Par exemple, il y a une photo d'un prêtre en costume traditionnel orthodoxe avec un masque à gaz. Enfin voilà, on dirait des personnages de cinéma ou de jeux vidéo ou de BD. Voilà, c'est très surprenant. Et enfin, c'est aussi dû à la qualité des photographies amateurs, puisque c'est la première fois qu'une grosse manifestation de cette ampleur éclate dans un pays où beaucoup de gens sont équipés en appareils photo réflexes et ont l'habitude de prendre des photos de grande qualité. Donc on a énormément de photos, mais en plus de bonne qualité, pas des vieux trucs. Parce que l'Ukraine, c'est pas un pays pauvre. Et c'est aussi que la photo amateur devient de moins en moins amateur, parce que aujourd'hui les premiers appareils photo mais ils règlent grand tout public seul, sont ultra performants et permettent de faire de très bonnes photos avec peu de connaissances. C'est ça. Alors bon, pourquoi est-ce qu'il y a une guerre civile d'une telle violence dans ce pays qui est aux frontières, après tout, de l'Union européenne ? C'est justement ce qu'on va essayer de comprendre. D'ailleurs, cette question de frontières est primordiale dans cette situation. Alors, l'Ukraine, pour le situer, c'est le plus grand pays d'Europe de l'Est. Il est coincé entre la Biélorussie, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Moldavie et surtout, à l'Est, la Russie. Alors, la première fois que l'Ukraine apparaît en tant que pays, c'est en 1917, puisqu'en effet, au XVIIe siècle, avant, c'était un conglomérat de plusieurs petits États et de principautés indépendantes ou rattachés à d'autres pays, comme au Royaume de Pologne ou au Grand-Duché de Lituanie, et rassemblés quand même autour d'une même identité cosaque ukrainienne, qui était en quelque sorte l'embryon de l'Ukraine. Alors, le XVIIIe siècle et ses révolutions entraînent de nombreux changements et une division de cette Ukraine embryonnaire en deux parties, deux empires. L'une à l'ouest est annexée par l'empire austro-hongrois et l'autre à l'est est annexée par l'empire russe. Et c'est cette division entre une Ukraine européenne et une Ukraine russe qui est aujourd'hui une des causes profondes de cette guerre civile. Alors en tout cas, en 1917, la fin de la Première Guerre mondiale entraîne l'éclatement de l'empire austro-hongrois et la révolution russe entraîne la fin de l'empire de Russie. Et du coup, pour la première fois, l'Ukraine est indépendante dans une forme proche que celle qu'elle a aujourd'hui. Mais bon, c'est une indépendance qui sera que de courte durée, puisqu'en 1920, la République populaire d'Ukraine est annexée par l'armée rouge et devient donc une RSS, une république soviétique socialiste, membre donc de l'URSS. Alors en 1954, le premier secrétaire du Parti communiste soviétique de l'époque, Nikita Khrouchtchev, qui a grandi en Ukraine, fait cadeau à la RSS d'Ukraine de la Crimée. Vous savez, cette région très touristique de près de 2 millions d'habitants qui se trouve au bord de la mer Noire, entourée par la mer Noire. Et en 1991, quand l'URSS éclate, l'Ukraine retrouve son indépendance, mais la région de Crimée reste, quant à elle, ukrainienne. D'accord. Alors les premières élections ont lieu en 1991, et c'est Leonid Kravchuk qui sort vainqueur, mais il ne restera pas longtemps au pouvoir, puisque en 1994, c'est l'ancien Premier ministre du pays qui est élu, Leonid Khrouchtchev, un ancien membre du Parti communiste de l'Union soviétique, et donc logiquement très proche de l'ex-URSS. Alors il est réélu en 1999, mais lors de ce second mandat, il est de plus en plus contesté pour des affaires de corruption, d'enlèvement de journalistes et de pression électorale notamment. Alors il aurait dû poursuivre son mandat jusqu'en novembre 2004 lors des élections, mais souvenez-vous, tout ne s'est pas très bien passé lors de ces élections, puisqu'en effet le président qui sort vainqueur, c'est Viktor Yanukovych,
Mais de nombreux Ukrainiens pensent que ces élections sont truquées et souhaitent donc voir le candidat malheureux, Viktor Yushchenko, tout le monde s'appelle Viktor, en Ukraine, devenir président. Alors s'organise donc une rébellion contre ces élections truquées, une rébellion qui se transforme vite en révolution, la révolution orange, comme on l'a appelé dans les médias, qui est menée donc par Viktor Yushchenko et surtout par son allié Yulia Tymoshenko. Donc on a beaucoup vu les images. Une révolution qui est notamment fortement aidée par les gouvernements occidentaux et surtout les États-Unis. Alors, cette révolution dure une quinzaine de jours, elle mobilise près d'un demi-million de manifestants et aboutit à l'annulation du précédent vote, au rallongement de quelques mois du mandat de Krouchma, le temps d'organiser de nouvelles élections. Et finalement donc, c'est Viktor Yushchenko qui est élu avec 52% des voix. Et ce qui est important de noter, c'est que la révolution orange a entraîné un rapprochement très important de l'Ukraine avec l'OTAN et surtout avec l'Union européenne, dans les mentalités notamment. Ok, ouais, parce qu'ils ne font pas partie de l'Union européenne. Pas partie de l'Union européenne. Et c'est justement tout le problème. Alors en tout cas, le 23 janvier 2005, Yushchenko prête serment. Son allié Yulia Tymoshenko est quant à elle nommée Premier ministre. Et pendant ce même mois de janvier, le nouveau gouvernement prend ses distances avec la Russie dans un objectif de se rapprocher de l'Union européenne. Malheureusement, ces distances entraînent de nouvelles négociations sur le prix du gaz naturel acheté par l'Ukraine à la Russie, puisque c'est le fournisseur unique de l'Ukraine en gaz naturel. Alors finalement, un accord est signé et le prix du gaz naturel russe passe de $50 les 1000 m3 à $95 les 1000 m3. Donc, du simple double, quoi. Voilà, c'est ça, une augmentation vraiment énorme. Alors bien sûr, ça entraîne la colère de plein de monde et une coalition se forme au sein du Parlement et une motion de censure est votée contre le gouvernement. Ce qui force donc Yushchenko à changer de gouvernement. Donc Yulia Tymoshenko doit quitter son poste de Premier ministre le 8 septembre 2005 et le 3 août 2006. Après, ça va vite, quoi. Ça va vite. C'est rapide, ouais. Il y a quand même un an entre de changement de gouvernement. Ouais. Mais, ouais. Alors après de longues tractations, elle est finalement remplacée par Viktor Yanukovych. Donc voilà les deux ennemis de toujours, Yushchenko, le pro-européen, et Yanukovych, le pro-russe, contraints de faire équipe. Alors dans la foulée, de nombreux députés passent au sein du Parlement de l'opposition, c'est-à-dire pro-Yushchenko, à la coalition majoritaire pro-Yanukovych. Et pour le président, cette opération est anticonstitutionnelle et décide donc la dissolution du Parlement le 2 avril 2007. Et donc il doit donc à nouveau changer de Premier ministre. Et il retrouve à nouveau son allié Yulia Tymoshenko. Bon, un mandat bien sûr n'est pas éternel, et en 2010 ont lieu de nouvelles élections présidentielles. Et le 25 février 2010, c'est Viktor Yanukovych qui est élu président de la République contre Yulia Tymoshenko. Yulia Tymoshenko et ses partisans décrètent que cette élection est truquée, qu'il a acheté des votes, et en guise de protestation, elle décide de ne pas quitter son poste de Premier ministre. Bon, elle est finalement renversée après plusieurs mois et prend la tête de l'opposition, manifestant virulemment contre Yanukovych, qu'elle qualifie de président de la mafia et de la criminalité, et s'oppose au maintien par Yanukovych de militaires russes sur le sol ukrainien. Alors suite à ça, elle est attaquée en justice, notamment pour abus de pouvoir, mais pour encore plusieurs autres raisons, au cours d'un procès qui a été des plus extraordinaires, et un procès qui va la conduire en prison, où elle est encore à l'heure actuelle, même si beaucoup qualifient sa détention d'inhumaine. En 2013 d'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'Ukraine pour détention illégale. Toujours est-il que fin 2013, un accord d'association doit être signé entre l'Union européenne et l'Ukraine pour permettre un avancement vers le rapprochement vers l'Union européenne et une libre circulation des marchandises dans un premier temps, puis des personnes. Bien entendu, Moscou voit cet accord d'un très mauvais œil. Ils sont pas contents, Moscou. Voilà, c'est ça. Et Poutine propose donc à Yanukovych un deal, une baisse des prix du gaz que la Russie vend à l'Ukraine, ainsi qu'un accord de libre circulation de personnes et de marchandises entre la Russie et l'Ukraine, en échange que Yanukovych décide de refuser l'alliance avec l'Union européenne. Et ça suffit à convaincre Yanukovych, déjà pro-russe dans l'âme, de refuser l'accord avec l'Union européenne pour se tourner vers la Russie. Mais bien sûr, la population ukrainienne, surtout celle de l'Ouest, à la culture, donc on l'a dit, européenne, ainsi que celle des villes, comme Kiev, qui est très européanisée, refuse ce rapprochement avec la Russie et appelle à manifester. Une manifestation qui commence donc le 21 novembre, rassemblant quelques 100 000 personnes sur la place Maïdan de Kiev. Les manifestants n'ont qu'un seul mot d'ordre, la démission de Yanukovych. Ces manifestations, qui se transforment vite en émeutes, sont fortement réprimées par la police. Alors à l'heure actuelle, on compte près de 2000 blessés et 5 morts. Le moment le plus fort de la manifestation a été la semaine du 1er au 8 décembre, où presque 1 million de personnes, soit plus encore que lors de la Révolution orange, s'étaient retrouvées dans la rue. Une semaine qui a été marquée par la démolition d'une statue de Lénine, on s'en souvient, symbole de l'histoire russe de l'Ukraine.
Depuis, on tourne quand même autour de 100 000 manifestants par jour. Alors Yulia Tymoshenko, à travers plusieurs vidéos postées sur internet, a fait savoir qu'elle est de tout cœur avec la rébellion, sans doute un peu. Alors c'est une rébellion qui est quand même marquée par une forte présence religieuse, car les prêtres de la très influente église orthodoxe d'Ukraine se joignent aux manifestants. Pour d'autres raisons, c'est surtout pour protester contre le prosélytisme du patriarcat de Moscou. En gros, ils refusent de devoir adhérer à l'église orthodoxe russe. Alors le 17 décembre, Vladimir Poutine et Viktor Yanukovych se retrouvent à Moscou pour travailler sur un plan d'action visant à redéfinir les relations économiques russo-ukrainiennes. Le 22 décembre, le gouvernement vote une loi contre la saisie de bâtiments, parce que plusieurs manifestants ont investi des mairies et des lieux publics. D'accord, ouais. Ça commençait à dégénérer, quoi. C'est ça, et ça continue. Le 16 janvier, le Parlement adopte des lois anti-manifestation, ainsi qu'une loi restreignant la liberté de la presse, une loi qui est dans la foulée dénoncée par Reporters sans frontières. Et le 22 janvier, le gouvernement autorise la police à fermer les routes, à mettre en place des barrages routiers, à utiliser des canons à eau contre les manifestants, malgré les températures qui atteignent quand même plus de moins 10 degrés. Et les policiers sont également, à partir du 22 janvier, autorisés à détruire les centres de la Croix-Rouge où des manifestants se font soigner. À détruire les centres de la Croix-Rouge. C'est ça. Ça n'a pas duré longtemps, évidemment, puisque finalement, le 28 janvier, donc moins d'une semaine après, ces lois répressives sont abrogées et le gouvernement démissionne. Alors le président Yanukovych propose donc aux deux leaders des manifestations, Arseny Yatsenyuk, qui est proche de Yulia Tymoshenko, et Vitaly Klitschko, les postes respectivement de Premier ministre et de vice-premier ministre. Mais bien entendu, les intéressés refusent, puisque ce qu'ils veulent, c'est la démission de Yanukovych, et non pas un rapprochement avec le pouvoir. D'accord. Alors pour l'instant, la rébellion est loin d'être terminée, puisque même si on observe un revirement de la part du président, affaibli, sans gouvernement, la rébellion manque peut-être encore, selon peut-être plusieurs experts, de véritables projets politiques à long terme, puisque pour l'instant, ce qu'ils veulent, c'est surtout renverser le président. Mais pour proposer quoi d'autre à la place, pour l'instant, c'est encore très flou, donc c'est pas trop ce que ça va donner. Voilà. Et il y a toujours des manifestations dans les villes. Les villes sont toujours en feu, comme on a pu voir. Alors, c'est pas les villes, c'est Kiev. C'est Kiev, surtout Kiev. Tout simplement. En dehors de Kiev, ça reste quand même très minime. C'est 100 000 personnes qui sont à peu près tous les jours, qui se donnent rendez-vous tous les jours pour manifester à Mais Kiev. Encore aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est la violence, ça dépend des jours. Il y a des jours où ça se passe bien, des jours où ça se passe. C'est pas une guerre civile dans le sens où il y a des morts tous les jours. Oui, voilà. Mais voilà, elle est quand même fortement réprimée. C'est beaucoup de tabassage et de choses comme Oui, ça. Après, surtout il y a eu tir à balles réelles. Alors, il y a eu tir à balles. C'est assez trouble apparemment. Il n'y a pas la preuve que ce soit les forces gouvernementales qui aient ouvert le feu à balles réelles. Mais en tout cas, il y a quand même 5 personnes qui sont mortes. Il y a eu 5 personnes qui sont mortes. Mais il faut aussi dessus, se rendre compte que des coups de canon à eau, quand il fait moins 10 degrés, on peut en mourir. C'est vraiment très très violent. Bah oui, tu gèles un peu, quoi. Voilà, c'est ça. Après, il faut aussi dire que la rébellion est très violente aussi, donc il y a de la violence. On va pas dire que la rébellion est pacifiste et que la police réprime fortement. Il y a de la violence des deux côtés, mais disons, c'est vrai qu'Yanukovych s'accroche le plus possible au pouvoir, comme souvent, et les manifestants ne démordent pas. D'accord. Donc la suite au prochain numéro. Peut-être, ouais. On verra ce qui se passe. Dans un prochain décryptage que vous pouvez retrouver tous les mercredis à 7h40 et aussi en rediffusion à 13h10 dans la midinale. Merci Pierre, tu restes avec nous. Je reste. Voilà pour l'émission Cinéphage. Très Benjamin, bon film. toi tu ne bouges pas. Non, je rigole, c'était une daube. Je reste. Tu vois de quel film je parle? Avec Sophie Marceau, c'est une aparté qui ouais, vas-y, je t'en prie. Avec Sophie, l'antenne est à toi. Je reste, c'est le nom d'un film avec Sophie Marceau et, oui. Vincent Perez. Comment il s'appelle? Enfin bref, non. Enfin bref, c'est. Ouais, ça me dit quelque chose. Je crois que j'ai vu, mais ouais. Voilà. Sans intérêt. On salue Sophie Marceau. Tu nous écoutes? Vous sans doute. Oui, bien sûr, je pense. Je pense, franchement. Et on se donne rendez-vous à 8h pour l'émission Cinéphage. Tout de suite, on continue en musique dans cette matinale avec Sherman Love Somebody.